Vous êtes les bienvenus. Donc je me présente, je suis Julien Didier, je suis cofondateur de l'agence dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Donc l'agence D&D, dont le siège social est ici. Et nous avons également des équipes à Montpellier, Lille et Nantes, dont certains nous font plaisir d'être là ce soir. Merci beaucoup d'être venus. On est très content de vous recevoir, d'autant qu'on a des super experts qui sont là aujourd'hui pour vous éclairer et vous apporter quelques informations, notamment sur le développement et l'accélération de votre business sur Internet et en particulier en e-commerce, bien sûr. Donc, je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup. Alors, pour me présenter, ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Alexandre. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle Payplug, qui est une solution de paiement française, omnicanal et partenaire de Shopify depuis de nombreuses années maintenant et de l'agence D&D également. Donc, merci beaucoup pour l'invite. Romain, je m'occupe de la partie commerciale et partenariat chez Crisp. Qu'est-ce qu'on fait chez Crisp? On est une plateforme multicanal du service client et mon travail, c'est à la fois d'accompagner la croissance de Crisp en France, mais aussi en dehors des frontières, et de construire un écosystème solide. Donc merci à la fois à nos partenaires D&D, mais aussi technologiques, Payplug, Shopify Consulting et bien sûr Shopify, parce qu'on est ravis de pouvoir accompagner cette prise de parole et de vous donner humblement un éclairage sur ce qu'on pense être important sur l'e-commerce aujourd'hui. Christophe Davy, moi je suis consultant dans l'écosystème Shopify. Voilà, donc mon métier, à part parler parfois quand on m'invite, c'est d'aider sur des projets de différentes manières, notamment du POS, du Shopify Plus, pas mal d'international et pas mal d'intégration système. Merci pour l'invitation et merci à tous d'être là. Donc moi, Elie Ozanski, je m'occupe des partenariats chez Shopify. Donc je pense que vous connaissez pour la plupart, voire tous Shopify, donc une plateforme de commerce canadienne. Et vraiment, c'est un plaisir d'être là ce soir pour parler e-commerce. Merci à tous. En deux mots, l'agence D&D, on fait du conseil, du développement, de l'intégration, du design, de plateforme e-commerce depuis 2004. Historiquement, on nous connaît pour beaucoup, désolé Mélie, mais on faisait historiquement du Magento, pour ceux qui connaissent la solution. Et on a plutôt fait nos armes sur la techno, Magento qui s'appelle Adobe aujourd'hui, mais c'est vrai que depuis quelques années, on suit Shopify de très très près, notamment Shopify Plus, car on attendait ça avec grande impatience, et la capacité justement de la solution de pouvoir nous aider à faire de l'international, de pouvoir faire beaucoup plus de choses. Et c'est notamment pour ça qu'on a fait un virage depuis quelques années maintenant autour de la techno, et on est très content des résultats que ça donne, et on a d'ailleurs quelques clients qui sont là ce soir, et on les remercie également. Voilà. Petit état des lieux très très rapide sur le marché. Comme vous le savez, aujourd'hui le marché est assez disparate. Donc on a des e-commerçants qui cartonnent, qui accélèrent très très fortement, pendant que d'autres subissent ce qui se passe globalement du fait de l'augmentation des prix, des matières premières notamment. Et on voit que dans le retail, on a des success stories de belles petites marques de DNVB qui cartonnent en très très peu de temps, qui arrivent à rattraper des mastodontes, pendant que d'autres, des mastodontes, notamment dans le retail et le fashion, subissent un petit peu le climat ambiant et malheureusement pour certains, ça devient très très compliqué. Chez nous, chez D&D et notamment dans les partenaires de nos intervenants ce soir, on a quand même des belles success stories, des sociétés qui ont pris le virage, notamment autour de certains marchés de niche qui cartonnent avec, pour certains, malheureusement aussi, un certain plafond de verre, parce que le fait de parler de niche peut limiter aussi l'évolution de certaines marques, et notamment, certaines d'entre elles cherchent des relais de croissance, donc c'est potentiellement le fait de faire de l'international ou de changer globalement son orientation, de proposer d'autres produits. L'idée, encore une fois, et c'est le but de cette intervention de ce soir, c'est à la fois de vous donner quelques éclairages sur ce que permet la solution Shopify, et Shopify Plus en particulier, mais aussi de vous apporter modestement avec quelques solutions, donc Crisp et Payplug, qui peuvent vous apporter justement une certaine dynamique, surtout lorsque vous êtes dans un contexte assez difficile où vous devez faire des choix, des arbitrages par rapport à des budgets que vous n'avez peut-être plus comme vous l'aviez par le passé sur des périodes beaucoup plus fast, où ça cartonnait, où on avait des croissances extraordinaires. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être beaucoup plus malin, mais aussi agile sur la manière d'implémenter certaines solutions qui peuvent vous faire gagner véritablement un certain niveau de croissance et des relais de croissance. Et c'est clairement l'objectif de la prise de parole de ce soir, vous apporter cet éclairage modestement, évidemment. On a 4 thématiques pour ce soir, avec la première que vous connaissez vraisemblablement, c'est l'intelligence artificielle. Tout le monde se dit ouais, je connais l'intelligence artificielle, c'est génial, j'ai mon petit qui en fait, ma fille qui m'a déjà montré plein de choses, Midjourney, ChatGPT, tout ça. Oui, évidemment, et ça, je trouve ça vachement cool, parce que l'intelligence artificielle existe depuis très longtemps, dans pas mal de solutions.
dont certaines nous font le plaisir d'être là ce soir. Encore une fois, le but de parler d'intelligence artificielle, c'est aussi de vous expliquer qu'au-delà de toute la place qu'elle a pris dans l'écosystème, notamment dans le côté perso, avec des superbes images qu'on peut générer, des superbes réponses à des problématiques que vous posez vraisemblablement, c'est comment on peut concrètement l'appliquer dans le business et dans notre quotidien et surtout dans le e-commerce. Et c'est notamment pour ça qu'on a planché et réfléchi un petit peu à ce qu'on pouvait vous apporter sur le sujet et vous donner quelques cas concrets, quelques solutions concrètes et vous expliquer comment vous pouvez fondamentalement automatiser certains usages, mais aussi gagner en efficacité dans votre travail et bien sûr en business. Je vais laisser la parole à qui en premier? Tiens, Romain, ouais, je pense que c'est toi qui est le cadre de l'intelligence artificielle. Excellente introduction et merci pour la patate chaude. Donc maintenant, parlons un peu IA. En effet, chez Crisp, ça a été un vrai sujet, pas de promotion là-dessus, mais Crisp est une boîte très produit, ce qui veut dire que je suis le seul sales dans l'ensemble des collaborateurs. Donc, ce qui veut dire que l'IA, quand elle est sortie, c'était à la fois un vrai boom pour le grand public parce que ChatGPT notamment a permis de démocratiser et de rendre audible auprès d'une cible qui ne savaient pas ce qu'était l'IA, mais toutes nos équipes étaient déjà sur le pont, donc ils ont bossé à fond là-dessus. Et on se faisait réflexion avec Julien, en fait, ce grand point de départ, aujourd'hui l'IA, c'est l'étape 1, c'est Day One, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs qui sont ici autour de la table, on s'accorde à dire qu'on n'a vu qu'un début de ce que va générer l'IA, et aujourd'hui, il est encore compliqué d'avoir une vision très long terme de ce que ça va donner. Si on repart un peu en arrière, au moment de ChatGPT, qu'est-ce qui s'est passé? On a rendu audible auprès des métiers, notamment, des perspectives qui sont hyper intéressantes. Et donc, un usage technologique avec des équipes techniques qui connaissaient déjà tous ces modèles, toutes les façons dont ça a été fait, eh ben, on est arrivé sur une vision où le métier a pris possession un peu des possibilités, et donc un afflux massif d'investissement est arrivé, et donc bien sûr l'homme n'aime pas le vide, ils l'ont comblé avec plein d'offres, plein de possibilités, plein d'entreprises qui se sont lancées dans cette spécialité de l'IA, donc on en voit tous les jours. On a aujourd'hui chez Crisp, par exemple, une marketplace où on n'a jamais vu autant de plugins liés à ChatGPT. Ok, super. Mais derrière, qu'est-ce que ça peut faire? Et donc, il y a eu ça. Donc, c'est super. Nous, en tant que Crisp, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit que c'était intéressant aussi dans ce mouvement aussi de marché où beaucoup de personnes ont voulu prendre la place, d'intégrer cette partie et donc d'itérer, parce qu'on est une vraie culture d'itération, de lancer et de brancher OpenAI. Donc 2 jours après la sortie d'OpenAI, on a mis une feature qui s'appelait chez nous Magic Reply, qui se basait sur cette technologie. Et donc on a itéré, on a essayé de comprendre comment ça marchait et est-ce que c'était intéressant en termes d'usage dans notre cas. Notre cas, aujourd'hui, on gère énormément de conversations au quotidien, et donc on a pu s'apercevoir dès le départ de quelques limites et d'interrogations sur lesquelles aujourd'hui les personnes ont besoin d'aller un peu plus loin. La gouvernance de la donnée, c'est-à-dire que où va transiter la donnée, notamment sur l'aspect conversationnel que l'on gère, c'est une donnée qui est assez importante. Et donc on a pu mettre en place pas mal de choses, et aujourd'hui, qu'on peut donner comme ligne directrice et un petit retour de ce que l'on voit, c'est que l'ensemble du marché s'accorde à dire que l'IA peut être intéressant sur un côté support. Notre cas d'usage, c'est un peu le côté copilote, c'est-à-dire de proposer des actions avec une validation. On est sur une vision très conversationnelle, donc une identité de marque, donc des choses qui sont très touchy, qui sont dans le wording, dans le copywriting. Donc on peut avoir des propositions et donc de s'assurer que il y ait bien un gain de temps, d'aller sur des actions qui étaient assez chronophages, comme par exemple d'avoir du résumé de conversation, comme la génération Z qui aime beaucoup envoyer des messages audio. Et donc plutôt que d'avoir à écouter un transcript qui permet de générer ça, c'est plus dans ce genre de choses qu'on voit un gain dans l'IA. En tant que Crisp. Et un autre usage que je voulais vous partager, un retour qu'on a regardé, c'est une start-up qui s'appelle Il Maquillage, qui a investi massivement dans la partie IA. Et en gros, leur cas d'usage qui est assez intéressant pour aller voir sur les internets, leurs problématiques, ils sont dans la cosmétique. Et leur point bloquant, c'était de réussir à donner le bon teint et le bon produit avec un configurateur. Et donc ils ont investi massivement, c'est je crois 29 millions de dollars,
pour avoir une techno qui aujourd'hui permet, sur la base de l'IA, du modèle d'IA, d'avoir le bon modèle pour la bonne personne. Alors ils ont associé à ça un super marketing mix, hein, parce qu'il n'y a pas que l'IA qui va venir révolutionner les choses et faire plus X% sur les ventes, mais ils ont investi massivement sur des campagnes marketing avec par exemple le club d'Arsenal féminin, et ils sont allés assez loin. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Donc en guise de conclusion, moi je dirais que l'IA est arrivée, mais qu'on n'est qu'à une étape 1, mais que les premières analyses qui étaient avec des articles assez tapageurs, ça va remplacer 80% des gens. Et aujourd'hui, après quelques mois, on en est encore bien loin. Merci pour cette super intervention. On a pas mal de points communs avec Crisp, notamment le fait qu'on soit très focus produit. Shopify aussi, donc on est vachement orienté là-dessus, parce qu'on est hyper ambitieux. L'objectif chez Shopify, c'est qu'on soit aussi leader dans 10 ans, mais aussi dans 100 ans sur le marché du commerce. Et donc, si on veut être leader, c'est forcément avec des gros paris technologiques. Et parmi ces paris, il y en a plusieurs. Il y a notamment le B2B, il y a notamment l'omnicanal, dont on parlera plus tard. Et évidemment l'IA, qui est sûrement le gros pari chez Shopify en ce moment. Donc pour vous dire aussi un peu comment ça se matérialise, on ne veut pas du tout faire de l'IA, pardon du terme, mais bullshit. On ne veut pas faire de l'IA gadget qui soit juste là pour faire beau et faire plaisir aux actionnaires. On veut vraiment apporter des outils hyper efficaces pour les marchands. Parmi ceux-là, j'ai quelques exemples en tête. Ça va être par exemple, vous voulez ajouter un descriptif à votre fiche produit, donc vous allez demander directement à une intelligence artificielle de rédiger cette fiche produit. Vous pouvez aussi directement créer des tags SEO depuis cette fiche produit. Vous allez pouvoir, si vous recherchez une app pour un besoin X ou Y, il y a plein de commentaires, vous voyez 200 commentaires sur l'application sur notre App Store. Vous allez pouvoir demander une synthétisation des avis pour un peu directement comprendre le plus et le moins. Même si on va loin, l'humain remplace quand même encore aujourd'hui beaucoup l'IA. Et il y a une énorme brique qui pour le coup n'est pas encore sortie, donc là c'est un peu de l'exclu qui s'appelle Sidekick, qui va sortir dans quelques semaines. Donc là c'est carrément un e-commerce manager junior qui doit faire des tâches très chronophages. Demain il pourra carrément les déléguer à notre IA. Par exemple, vous avez une collection de slips marron, vous vous rendez compte que bizarrement ça se vend pas parce que c'est pas génial. Vous allez pouvoir directement écrire un prompt, oui s'il te plaît IA de Shopify, est-ce que tu peux les mettre à 50% pour 2 semaines parce que là il faut vraiment que j'écoule mon stock. Et automatiquement ils vont tous passer à 50% si bien sûr les descriptifs, les tags couleurs sont bien rangés. Donc l'idée vraiment c'est que tout ce qui est chronophage, les petites actions qui font qu'on est moins efficace opérationnellement, soit délégué facilement à l'IA. Donc c'est notre vision de l'IA pour l'efficacité opérationnelle. Quand on regarde les projets, moi je trouve e-commerce en tout cas, parce qu'il y a beaucoup d'offres. Ce qui semble quand même sortir du lot, notamment sur les marques qui ont des gros catalogues produits, c'est, tu mentionnais les écritures de descriptifs produits. Ça semble être quand même une tendance rapidement recherchée par pas mal de marques. Concrètement, parfois sur des langues additionnelles, parfois même sur la langue principale. Faire écrire une partie ou toute ou partie des descriptifs produits parce que la marque produit X dizaines, centaines ou milliers de produits sur un rythme très court et que c'est très chronophage, les descriptifs produits, surtout dans plusieurs langues. Donc vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment un cas d'usage là très très concret. Shopify, vous avez le petit bouton Shopify Magic dans le back-office, petit passage publicitaire. Hop, on peut faire écrire avec différentes tonalités de voix. Donc ça, c'est moi, ce que je vois le plus là maintenant cette année, c'est vraiment ça. Tout le monde, en tout cas, essaye de se positionner plus ou moins sur ce sujet-là. Après, c'est plein de cas, pour reprendre sur Shopify, qui a un outil, un module d'emailing qui est natif. On peut demander à ce qu'une newsletter soit envoyée à la meilleur jour et heure. Et c'est à ce moment-là Shopify Magic, puisque ça s'appelle comme ça, qui décide et qui propose la meilleure heure et le meilleur jour pour l'envoi de la newsletter. Voilà, sur des critères qui sont propres à l'IA de Shopify. Donc ça, là, on est dans le très très concret. Mais passer les catalogues produits, où je vois vraiment tout le monde en parle, je trouve que sur les autres sujets, c'est encore très diffus. Les cas d'usage sont loin d'être déterminés pour l'instant. Merci. Oui, effectivement, on aura, je pense, beaucoup plus de cas d'usage dans les mois et années à venir. Un autre point qu'on souhaitait aborder, c'est le paiement. En fait, ça paraît tout bête, mais concrètement, quand on parle d'optimiser, de développer son business, il y a un sujet qui est évidemment extrêmement structurant, c'est le fameux tunnel de conversion. Et d'optimiser la conversion, d'optimiser l'acceptation. Et ça, c'est un sujet que malheureusement beaucoup de clients subissent, même s'ils ont une plateforme extrêmement expérientielle, ils peuvent avoir un fort taux de churn au moment justement de passer la commande et de valider la commande. Et là-dessus, nous, c'est vrai que en tant qu'agence, on a su identifier par le passé beaucoup de solutions, mais on n'avait pas fondamentalement de révolution. Le plus simple était de mettre PayPal, voilà, désolé, mais c'était quand même un axe assez probant pour les clients. Concrètement, les solutions aujourd'hui de paiement ont énormément accéléré.
et ils sont allés extrêmement loin, et c'est la raison pour laquelle on voit fleurir beaucoup de solutions de paiement, certaines qui cartonnent, d'autres un petit peu moins. En l'occurrence, il y a vraiment des axes très très importants d'amélioration sur un sujet qui est extrêmement simple, le paiement. Donc voilà, vous êtes sur votre tunnel d'achat et c'est le moment où le client hésite parce qu'il faut mettre sa carte bancaire. Et là, sur le sujet, on a beaucoup travaillé par le passé avec des systèmes d'intégration, d'optimisation des pages de paiement. En attendant, on peut aller beaucoup plus loin. Qui d'autre qu'Alexandre peut en parler? Merci. Que faire après cette introduction? Tu as parlé de conversion, il faut séparer deux sujets. Il y a d'un côté la partie conversion qui est plutôt comment est-ce que vous allez emmener votre client jusqu'au checkout, et ça c'est plutôt un sujet où on en parlera avec Ellie, je pense, juste après. Sur la partie paiement, on parle d'acceptation et aujourd'hui on entend beaucoup parler de performance des paiements. Et quand on parle performance des paiements, on pense souvent taux d'acceptation. Donc je pense que tous ceux qui travaillent avec soit Payplug, soit avec autre chose que Payplug, vous entendez parler de taux d'acceptation à longueur de journée quand vous parlez avec vos interlocuteurs PSP. En réalité, en termes de KPI, de performance des paiements, il y en a plein. Il y a le taux d'acceptation des paiements, c'est-à-dire le nombre de paiements qui réussissent quand votre client clique sur payer, il se passe plein de trucs derrière. Mais vous avez aussi d'autres indicateurs que sont, pour en citer 3, le taux de frictionless obtenu et le taux de fraude. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais tous ces indicateurs, aujourd'hui, on les suit en tant que PSP parce qu'il y a un truc passionnant qui est entré en vigueur en 2019 qui s'appelle la DSP2, la Directive pour la sécurité des paiements 2, qui est un sujet passionnant. L'objectif, en fait, était d'harmoniser les pratiques en matière de paiement et en termes de sécurité des paiements. Et donc, ce que cette DSP2 a fait, c'est qu'elle a apporté des nouvelles choses en termes de lutte contre la fraude, et elle fait surtout passer la responsabilité de la fraude sur la banque émettrice de la carte de votre client final. En gros, ça veut dire que demain, moi je suis banque, je suis Crédit Mutuel de Bretagne, s'il y a un paiement frauduleux sur un site avec la carte de mon client, c'est moi qui en ai la responsabilité. Et donc en fait, cette DSP2, elle a impliqué notamment deux choses en matière de sécurité. C'est le fait que sur tous les paiements en ligne, vous ayez maintenant une double authentification ou une authentification forte, mais elle implique aussi que les PSP, donc Payplug et PayPal et Stripe et Co, doivent envoyer beaucoup plus d'informations auprès de la banque émettrice et de manière à pouvoir permettre des exemptions. C'est-à-dire des fois quand vous achetez sur un site, notamment des petits montants, vous n'avez pas cette page de votre banque un peu nulle où il faut l'application, etc. Tout ça pour dire que en fait, cette DSP2 a nécessité de la part des PSP énormément d'innovation pour pouvoir proposer des technologies auprès des marchands qui facilitent ces parcours sans friction pour aller chercher de la performance, que ce soit au niveau du taux de frictionless, du taux de fraude, etc. Et en fait, on a, depuis 2019, en tout cas chez Payplug, notamment pour nos très 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 gros marchands, on pensait historiquement que c'était beaucoup pour les marchands e-commerçants tier 1 ou tier 2, les VP qui font passer plusieurs milliards de flux par an, qui, eux, quand on va aller chercher 1 ou 2 points de performance, en fait, la conséquence sur le chiffre d'affaires, elle est immédiate. En réalité, dans un contexte que tu évoquais au début, qui est que, en fait, on a des coûts d'acquisition qui augmentent, des coûts d'énergie qui augmentent, etc. En fait, le fait de gagner des points d'acceptation pour les e-commerçants aujourd'hui qui font quelques millions d'euros de chiffre d'affaires par an, en fait, ça fait la différence. Tous les investissements en R&D qu'on a fait, nous, chez Payplug, que ce soit le fait d'avoir une connexion directe à la route carte bancaire, faire partie du groupe BPCE, nos experts de lutte contre la fraude, tous les rule-sets premium de fraude. Là, je vous fais du name dropping de toutes nos technos, mais l'objectif, c'est qu'on peut mettre plein de choses en place derrière Payplug qui va vous faire gagner des points de conversion. En tout cas, sur Shopify, on a plein d'exemples de marchands qui sont passés d'une solution autre que Payplug, Stripe, Molly, Adyen, iPay, peu importe, chez nous, et ont eu des taux de conversion qui pouvaient passer de 92% à 98%. Et quand vous commencez à faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, en fait, ça compte. Donc la conclusion là-dessus, c'est au-delà de Payplug, l'objectif, c'est pas de vous vendre la solution, c'est vous, en tant que marchand, challenger vos partenaires PSP avec qui vous travaillez, demandez-leur des informations sur les taux de frictionless et taux d'acceptation, et en fait, voyez ce que vous pouvez mettre en place en termes de gestion de lutte contre la fraude, de préférence à envoyer, que ce soit de l'authentification forte, frictionless, etc. Parce qu'en fait, c'est en vous posant ces questions-là et en challengeant vos partenaires que vous pourrez aller chercher un petit peu de business. Et je crois que j'ai plutôt la parole pour toi, Ellie, sur en fait tout ce qui vient avant, sur la partie tunnel de conversion. Absolument, merci pour ce bon rappel de taux d'acceptation. Au-delà du taux d'acceptation, qui est un métrique hyper important à avoir en tête, chez Shopify, on parle beaucoup du taux de conversion. Donc vraiment, quel pourcentage tu vas convertir par rapport à les personnes qui viennent sur ton site. Et là-dessus, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il faut qu'il soit rapide, il faut qu'il soit efficace, il faut qu'il soit simple aussi, il faut qu'il ait aussi une bonne expérience utilisateur. Et moi, à titre personnel, en tant qu'acheteur, en tant qu'ancien de Payplug et maintenant chez Shopify, ça me rend encore dingue quand je vois des tunnels où d'abord je dois me connecter. Ah bah non, en fait non, je me suis même pas encore inscrit sur le site, donc je reviens en arrière, je me crée un compte client, je rentre une à une toutes mes informations sur l'expédition.
pareil du coup sur la facturation, parce que des fois il y a même des sites qui mettent même pas en parallèle les coordonnées d'expédition et de facturation, pour enfin arriver sur une page de paiement qui en plus très souvent est pas du tout optimisée, ou sur mobile je vais avoir du mal à rentrer mes chiffres, etc. Et il y a encore énormément de sites où il y a encore cette approche, et je me demande juste, mais est-ce qu'ils veulent vendre? Est-ce que leur but c'est de vendre, ou juste de dire qu'ils ont un site e-commerce? Et donc là-dessus, je pense qu'il y a pas mal de clients Shopify. Je pense que vous voyez une expérience qui est assez différente. J'aime tellement le checkout que là, désolé, je vais un peu faire mon commercial de base, mais on revendique vraiment d'avoir le meilleur checkout du monde. Donc le checkout qui va convertir le plus efficacement. Et d'ailleurs, on a une étude sur laquelle je voulais revenir qui est sortie, on a mobilisé un des gros Big Four, des instituts de conseil. On leur a demandé, bon, est-ce que tu pourrais comparer notre checkout par rapport à celui de nos principaux concurrents, Adobe Commerce, Magento, Salesforce, BigCommerce, WooCommerce. Ils ont fait cette étude et les résultats étaient assez frappants. Donc, les résultats, c'est en moyenne 15% de conversion en plus. C'est énorme, hein, 15%. Sur un checkout Shopify, en moyenne, versus les 4 autres concurrents. Bon, après, parmi les autres concurrents, tout n'est pas tout noir et tout blanc, hein. Je crois que Magento, c'est en moyenne 4%, et sur Magento, tu peux avoir plein de choses différentes sur le checkout. Je sais très bien que les Magento que tu fais chez DND, il n'y a pas 36% d'écart en conversion avec les nôtres, évidemment. Mais Salesforce, par contre, en moyenne, c'est quand même 36%. Les résultats, pour l'anecdote, étaient tellement frappants que le cabinet de conseil n'a pas pu officialiser l'étude et la sortir. Ils ont refusé parce que ça pouvait mettre à mal leur relation avec d'autres éditeurs, ce qu'on comprend parfaitement. Bon, du coup, nos big boss, ils ont screené le truc, on l'a balancé partout, et du coup, j'ai le droit de vous le dire aujourd'hui, on en est très fiers, on a le meilleur checkout du monde. Il y a un autre expert à ma droite qui a aussi suivi pas mal de nouveautés sur ce qui est sorti pour encore améliorer le checkout et encore plus le personnaliser. Oui, alors le paiement et la conversion, c'est complètement lié. Alors Shopify a ce fameux checkout qui a surtout, depuis un an, des nouvelles fonctionnalités de customisation, une nouvelle technologie, une nouvelle façon de customiser le checkout dans Shopify, qui permet d'être beaucoup plus précis dans les customs qu'on fait. Quand je dis en rigolant que c'est un joyeux bordel, c'est qu'on a quand même aussi des moyens de paiement qui passent pas par le tunnel de paiement, qui sont tous les wallets. Et la grosse question, je vais customiser mon checkout, mais qu'est-ce que je vais mettre dans mon checkout customisé, sachant que peut-être une partie des clients ne vont pas passer par ce checkout. Moi, je suscite parfois sur certains projets des débats sur avant le checkout, faut-il mettre des choses plutôt que dans le checkout au cas où quelqu'un utilise un Apple Pay, par exemple, et ne passe pas par le checkout où on avait prévu de collecter telle ou telle information. On sait que, par exemple, encore aujourd'hui, certains points relais sont difficiles à gérer dès qu'on est sur des paiements wallet. Donc il y a encore plein de choses à faire pour que toutes les formes de paiement, celles classiques par le checkout super de Shopify et puis Payplug derrière ou d'autres, et puis celles par des wallets qui font que je traverse tout ça, je passe par autre chose. Et puis les achats rapides depuis, on en parlait juste avant, les achats rapides depuis directement la page produit, qui existe aussi, il y a des technos comme ça. Et bien tout ceci, comment j'homogénéise la collecte éventuelle de données pour servir le client après, parce que la conversion, ça peut être aussi un échec post-achat lui-même, parce qu'on n'a pas collecté le bon ID du point relais, et donc customer care derrière, il faut rappeler le client, ou on livre au hasard un point. Moi, j'ai vu des marques assigner un point relais au hasard parce qu'il n'avait pas été saisi. Donc il y a toute cette dimension de conversion qui complémente la conversion pure dont tu parlais de la plateforme de paiement, où je te rejoins. Moi, je suis épaté que les plateformes de paiement soient aussi innovantes. Et comme tu le disais, sur un sujet qui paraît banal complètement, en fait, au départ. On pensait il y a 10-15 ans que c'était plié. Voilà, c'est pour encaisser les cartes bancaires, hein, c'est pas compliqué. Hein. Et en fait, non, pas du tout. Et on n'a pas parlé des paiements en 3 fois, des paiements par virement, Enfin, il y a une foultitude de choses, en fait. Juste pour revenir là-dessus, je pense aussi que maintenant, l'e-commerce est beaucoup plus mature qu'il y a 15 ans, et on est déjà arrivé en 15 ans à énormément de choses. Et maintenant, on est aussi sur du détail. On a la chance, le luxe de pouvoir aller chercher les quelques points de conversion, les quelques points d'acceptation qui vont permettre finalement de mieux performer. Exactement, en fait c'était vraiment l'idée de cette thématique, c'est que sur un sujet qui peut paraître assez banal, pour autant est extrêmement structurant et sur lequel on peut vraiment gagner en taux d'acceptation et de conversion. Le troisième thème de la soirée, concrètement, chez D&D, on parle toujours d'expérience dans l'e-commerce, et c'est d'ailleurs notre phrase d'explication. On est une agence conseil en expérience digitale et e-commerce, parce que pour moi, l'expérience est extrêmement importante. En tant que client, c'est quelque chose qu'on recherche, évidemment. Et justement, en parlant d'expérience, troisième sujet qui est extrêmement structurant, c'est l'omnicanalité. Alors vous dites, ouais, l'omnicanalité, on en parle depuis 10 ans, salon e-commerce déjà on en parlait, etc. Bon bref, c'est un truc qui a été vu et revu. Pour autant, je peux vous assurer qu'en accompagnant près de 130 ou 140 clients, très peu d'entre eux finalement ont repoussé
véritablement l'expérience en omnicanal et réussi à faire quelque chose d'extrêmement sexy entre le digital et le physique. Et le gros avantage que vous avez en tant que client Shopify, c'est que forcément, pour certains d'entre vous qui avez commencé dans le digital et qui allaient ouvrir votre première boutique physique, c'est de trouver justement une expérience à apporter à vos clients entre le digital et le physique. Et quand je parle de digital, c'est ne pas uniquement que le site e-commerce, mais ce sont tous les canaux digitaux aujourd'hui qui vous permettent justement de pouvoir trouver de nouveaux clients, de vous vendre vos produits. Et je vais peut-être laisser la parole à Shopify, encore Eli, je crois, sur le sujet de l'omnicanalité, parce que tu as plein de trucs à raconter. Oui, absolument. C'est un sujet aussi qui nous passionne chez Shopify. On a notre solution e-commerce pour laquelle on est très connu, mais on a aussi une solution de caisse. Et surtout, Shopify, notre vision de voir l'omnicanal, c'est essayer d'aller trouver les acheteurs là où ils sont. Donc, ils peuvent être dans un point de vente, ils peuvent être sur YouTube en train de regarder une vidéo de live shopping, ils peuvent être sur TikTok en train de scroller à l'infinité, sur une marketplace, sur Amazon, sur Google Shopping, ils sont à peu près partout. Et d'ailleurs, très souvent, ils font pas un achat que sur une seule, qui est uniquement, ils ont vu le produit à un endroit, ils l'achètent ici. C'est très souvent un parcours d'achat qui est bien plus complexe que ça. Et donc, nous, notre vision là-dessus, tout simplement, c'est qu'importe le parcours d'achat, qu'importe où sera fait l'acte d'achat, c'est vraiment avoir une plateforme, un back-office pour centraliser l'ensemble des vues, l'ensemble de la donnée et pouvoir tout piloter de manière la plus simple possible pour les équipes métiers. Évidemment, ce qu'il y a de plus structurant, on le sait, on le voit, c'est surtout la partie omnicanal au sens articulation point de vente versus online. C'est ce qu'on voit le plus. Ça implique plein de changements, notamment organisationnels. Je crois que tu as des choses à dire sur tu vois beaucoup de choses sur la partie orga. Oui, l'omnicanalité, c'est très compliqué en fait. La réalité, c'est que si on prend juste le scope e-commerce, retail, c'est des équipes qui historiquement ne se parlaient jamais déjà. En général, c'est le e-commerce qui vient voir le retail pour parler d'omnicanalité. La culture du retail n'a rien à voir avec la culture du e-commerce. Si vous avez vendu en magasin, vous savez ce que c'est que l'instantanéité de l'acte de vente. Si vous avez déjà vécu le changement d'un rouleau de papier à une caisse qui a dû durer 1 minute ou 2, le sentiment d'attente que vous avez eu, l'urgence de sinon je me barre et j'irai, je vous dis que je ne reviendrai pas. Donc tout ça, tout qui constitue la vie du retail, c'est très peu connu des équipes e-commerce et inversement. Et donc il y a des outils comme Shopify. Moi, là, je sors d'une réunion sur un projet POS en début d'après-midi. L'outil est hyper simple globalement à mettre en œuvre, mais la réalité derrière, c'est les organisations. Les organisations, et question vécue cet après-midi, volonté de pouvoir encaisser un client dans un magasin A et de lui mettre à disposition le produit dans un magasin B. Le sujet, au-delà de l'aspect technique, c'est qui chope le chiffre d'affaires. Est-ce que c'est le magasin A ou le magasin B? Voilà. Ça, c'est un vrai sujet qui vient tout de suite dans la discussion des gens retail, alors que si on a plutôt une culture e-commerce, on va plutôt regarder la faisabilité de l'outil. Alors les outils, le gros avantage, c'est que ça élimine certains sujets, ça élimine des silos techniques, et ça permet de se concentrer sur les organisations. L'expérience d'avoir, par exemple, la possibilité de se faire livrer à domicile parce que le produit n'est pas disponible et on va perdre la vente sinon. En retail, on le sait bien. Ça, déjà, c'est très rare, parce que derrière l'organisation est compliqué. Le cas que je donnais d'acheter dans un magasin A et se mettre à disposition dans un magasin B, ça c'est un vrai cas d'usage très 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 compliqué, puisque derrière il y a des mouvements de stock qui ne sont pas forcément prévus dans ce sens-là. Voilà, donc l'omnicanalité, c'est du concret avec Shopify sur POS, parce que moi je le vis tous les jours sur les projets, mais en fait des vrais sujets organisationnels. Mais c'est aussi un joyeux bordel d'un point de vue conversationnel. En effet, pour un éditeur comme nous, sur la partie multicanal et donc conversationnelle, c'est quelque chose qui nous touche en plein cœur parce que aujourd'hui, alors des chiffres d'une analyse partagée par Meta, donc on va bien évidemment peut-être pondérer un peu tout ça, mais 60% des marques ont entre 6 et 7 différents canaux de communication. Donc des touchpoints sur lesquels des clients actuels, des potentiels clients viennent les interroger. Et nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au travers de ça, parfois ça manque d'un outil. Ne serait-ce que pour fédérer les équipes, c'est-à-dire que d'avoir démultiplié les points de contact, c'est génial, mais derrière, je vais être sur telle plateforme pour gérer tel réseau, je vais être sur telle plateforme, je vais être sur telle plateforme, bref, ça fait une multitude d'outils, et donc parfois il manque tout simplement un peu de centralisation et un point d'entrée unique. Donc le multicanal est un enjeu majeur pour bon nombre de marques. Derrière, l'outil remplaçant la méthode, c'est-à-dire vraiment d'avoir quelque chose qui permette de simplifier. Et les retours que l'on a aussi de notre côté en tant qu'éditeur, c'est qu'on voit de belles réussites avec des personnes qui surperforment sur
un réseau. On a par exemple dans un domaine très sexy qui est la vente de croquettes pour animaux, eh ben, une vente, on a un de nos clients qui surperforme sur un réseau et leur client c'est du Instagram only. Donc l'ADM Instagram et ça envoie tout le temps. Donc il y a l'enjeu aussi de messagerie instantanée qui est hyper important et qui n'est pas qu'un chat, ça peut être aussi tout l'aspect Messenger, mais c'est vraiment des choses qui sont très 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 importantes et sur lesquelles on voit une tendance à une grosse augmentation. Je veux dire tant mieux pour nous, ça tombe bien parce qu'on interagit dans ce domaine, mais sur lequel il y a énormément de nouvelles pratiques et sur lequel aussi bien même sur le B2B, des marques dans cette relation souhaitent avoir des points de friction beaucoup moins importants et pouvoir communiquer comme s'ils parlaient à leurs potes et comme s'ils allaient dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un grand sujet et encore on est sur une étape qui laisse présager de belles choses pour tout le monde. Juste un point à rajouter sur le sujet de l'omnicanalité, et je pense que tu en as parlé un tout petit peu. Pour que ça marche, il y a aussi la nécessité de faire adhérer les équipes à vos projets de cette ampleur-là. Typiquement, l'accompagnement au changement, c'est quelque chose que nous, on a découvert avec le temps, au vu de la maturité des clients qui ont évolué petit à petit. En fait, c'est de prendre le temps de leur expliquer les projets. C'est vrai que l'équipe digitale est généralement un peu plus rock'n'roll que les autres. Donc, c'est d'aller expliquer à la DSI, d'aller expliquer à l'admin, d'aller expliquer à toute l'organisation le type de projet que vous souhaitez mettre en œuvre et de leur donner les moyens de comprendre ce que vous faites et surtout de les faire adhérer à l'ensemble de l'organisation qui va du coup être transformée par la mise en place d'un projet d'omnicanalité par exemple. Ces petits bateaux il l'avait montré au Paris Retail Week l'année dernière, un film complet d'à peu près 2 minutes, format publicitaire aussi qualitatif qu'un film publicitaire, qui était à destination des boutiques pour leur expliquer l'omnicanalité et leur expliquer ce que ça allait leur apporter. Et donc on voit des équipes, des staffs de boutiques qui prennent en charge une commande qui était en fait passée sur le web, ce que ça veut dire concrètement, l'intérêt pour le client final de pouvoir bénéficier de ce type de prestations. Ils avaient fait un investissement pédagogique super impressionnant. Le dernier point, l'un des plus structurants et attendu généralement par les e-commerçants, qui est un peu le Graal pour un e-commerçant qui souhaite se lancer et avoir un maximum de visibilité, c'est l'international. Et c'est un sujet qui est évidemment extrêmement touchy. Beaucoup s'y sont essayés, beaucoup ont cramé énormément de cash pour justement lancer leur plateforme à l'international, mais aussi dans l'organisation finalement locale, les entrepôts, les partenaires, l'organisation, les recrutements, tout ça. Bref, c'est évidemment un sujet qui est extrêmement sensible, et pour autant qui est, je pense, le Graal pour beaucoup d'acteurs qui souhaitent avoir un maximum de visibilité et d'impact à l'international. Donc, et là-dessus, c'est vrai que Shopify a fait énormément d'avancées, notamment Shopify Plus. On partait de loin. Hein. Oui, tout à fait. Ben, c'était l'une des raisons pour laquelle nous, on a été vachement dans l'observation autour de la techno, parce que c'était un pain point de la solution il y a quelques années de ça. Heureusement, il y a eu énormément d'évolutions, et je pense qu'on peut en parler un peu plus librement sur le sujet, et d'autant que vous avez pas mal de case studies en la matière. Voilà. Oui. D'ailleurs, comme les 3 sujets précédents, finalement, quand tu fais de cette introduction, on s'aperçoit que c'est des sujets qu'il faut aborder étape par étape, calmement. Et la techno est au service de la façon dont on va avancer. En fait, Shopify, pourquoi on disait on revient de loin, etc., c'est que dans Shopify, depuis 3 ans, on va trouver, 3 ans seulement, oui. On va trouver des features internationales du type gestion de plusieurs langues, par exemple, tout simplement. Arrivée officielle il y a un peu moins de 3 ans. Gestion de plusieurs marchés. Alors, il y avait la gestion des frais de livraison par pays, ça existait déjà. Mais la notion de marché qui existe depuis bientôt 2 ans, qui permet de dire, OK, je vais créer le marché Union européenne ou un marché avec juste un pays, je vais associer des langues, je vais associer des devises, je vais associer un catalogue produit, parce qu'aujourd'hui, on peut faire ça. Je peux aussi aujourd'hui maintenant associer des fronts différents, c'est-à-dire à l'intérieur de mon Shopify, dire, OK, les Italiens, je vais leur présenter ce slider-là, les Allemands, je vais leur présenter ce slider-là. Je vais pouvoir changer les prix si je le souhaite pour ces différentes cibles, indépendamment des devises. Je vais reprendre l'exemple, avoir un prix en euros différent pour un Italien et un prix que pour un Allemand. Je ne sais pas si ça a du sens par rapport au business, mais c'est faisable techniquement. On a aujourd'hui un niveau de paramétrage aussi sur le SEO. Les fameuses URL sont traduisibles depuis 2 mois et quelques, ou 3 mois. Donc ça, c'était un blocage psychologique de certains. Et qu'est-ce qu'on a encore ? On a vraiment aujourd'hui un panel complet qui fait qu'on peut, sur un Shopify, adresser le monde entier de manière assez simple, entre guillemets. Simple, j'entends techno. Adresser le monde entier, en termes de business, c'est pas forcément simple. On s'entend, mais d'un point de vue techno, aujourd'hui, on a accès à un certain nombre de paramétrages dans Shopify
qui vont voilà, survitaminer son Shopify pour en faire un outil de compétition à l'échelle internationale. Et si d'aventure on a besoin, parce qu'on a des pays qui ont vraiment des structures locales très développées, des équipes locales, une IT vraiment très différente, énormément d'aspects différents, dans ce cas-là, on va jouer le jeu, et ce qui permet notamment Shopify Plus, de séparer ces marchés-là sur des back-office différents, où là, on va avoir la même liberté, mais encore plus forte, puisqu'on va être sur des back-office différents, on va pouvoir jouer des scénarios d'intégration technique, on va pouvoir, pourquoi pas, ne pas prendre le même partenaire de paiement pour tel ou tel pays en optimisant les coûts locaux. On va pouvoir assigner à des équipes au sein de l'organisation des tâches que sur une partie des pays. On va avoir cette liberté. Donc aujourd'hui, on peut lire sur Shopify, entre la stratégie de mettre beaucoup de marchés à l'intérieur d'un même back-office, ce qu'on entend souvent sous le petit nom markets, qui est la terminologie de l'outil Shopify correspondant, ou d'utiliser une stratégie avec plusieurs back-office, ou de faire les deux. C'est-à-dire, j'ai une marque qui est très forte en France, au UK, et puis vend un peu au reste dans le monde, un back-office France, un back-office UK, et avoir un troisième back-office qui, lui, exploite Markets pour le reste du monde, avec voilà, toute cette souplesse aujourd'hui. Moi qui fais pas mal de projets où il y a des dimensions internationales, je vois, enfin, sur mes années de Shopify, la différence aujourd'hui. Et c'est pour ça que oui, on peut faire de l'international sur Shopify. Ouais, c'est très clair. Merci pour cette explication. Juste pour compléter, toujours avec un point clé de notre ADN qui est la simplicité. L'idée, c'est pas que ce soit une usine à gaz, que ça soit pas non plus trop cher en termes de projet, et que ça puisse vraiment être fait simplement et efficacement. Et maintenant, on est passé, on l'a vu en quelques années, c'était un des gros points faibles de la solution. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est un point fort. Il y a aussi des partenaires qui nous aident à le faire, des partenaires techniques. Je pense à Globally, je pense à Global, je pense à ces acteurs-là notamment, pour vraiment aussi débloquer, unlock hyper facilement d'autres pays. Par exemple, en gardant Payplug sur la France, ou quand je veux tester plein de marchés, je peux directement prendre un de ces acteurs pour y aller efficacement et rapidement. Mais bon, après, on revient à un point qu'on a beaucoup dit aujourd'hui, c'est toujours l'opérationnel et c'est toujours l'humain derrière. La technologie, même si elle est simple, on ne gagne pas facilement à tous les coups en se tournant les pouces, évidemment. Et c'est des changements. Je vais terminer un petit peu sur l'international pour prendre un peu la balle au rebond de ce que disait Eli. En fait, il y a de l'innovation technologique qui vient des très très gros marchands qui est en train d'arriver aujourd'hui sur les e-commerçants et sur les retailers que nous on appelle dans le jargon chez nous SMB, mais c'est des marchands comme vous qui font plusieurs centaines de milliers jusqu'à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et qui se posent la question de l'international qui est la suite logique à leur développement après le marché français. Nous on a plusieurs clients aujourd'hui qui nous interrogent parce qu'ils veulent partir soit sur le marché, soit sur le Benelux, soit en Italie, on a des équipes italiennes, mais qui commencent à se poser la question. Et en fait, en s'inspirant des très gros marchands, ce que font les très très gros marchands, ceux que j'ai cités tout à l'heure, mais il y en a un autre avec qui on travaille qui s'appelle Western Union, qui est énorme en termes de flux. Ces marchands sont des marchands qui ont une approche multi-PSP, c'est-à-dire qu'en fait, ils font passer des volumes qui sont tellement énormes qu'ils ont besoin d'avoir, pour chaque pays ou chaque région dans le monde, des PSP qui vont leur apporter la meilleure performance. Donc là, on est vraiment sur des points de base de pourcentage qui vont avoir des impacts énormes en termes de revenus. Ça, c'est ce qu'on appelle l'orchestration des paiements. C'est-à-dire que vous allez avoir Western Union qui va définir un certain nombre de règles. Et au moment du checkout, si c'est Jean-Michel qui est plutôt ici, on fait passer tel PSP. Si c'est plutôt Jean-Marc qui est plutôt là, c'est l'autre PSP. Et donc en fait, ces technos et cette façon de faire est en train de redescendre vers des marchands comme vous aujourd'hui. Et donc ça fait des discussions passionnantes avec les équipes de Shopify, mais c'est pareil avec Globally, qui sont des solutions aujourd'hui qui peuvent permettre à des marchands qui veulent s'internationaliser de proposer Payplug pour le marché français, PSPB sur le marché Benelux, PSPC sur le marché italien, etc. Et donc en fait, tout ça, j'en reviens à ce que je disais au début sur la notion de performance, et en fait, vous devez vous poser cette question de se dire, si je m'internationalise, je vais aller chercher des revenus complémentaires, quels sont les partenaires qui vont m'aider à le faire? Et en tout cas, en matière de paiement, cette notion de performance, encore une fois, est hyper importante, et c'est là où vous allez devoir un peu pointer le curseur. Concrètement, juste pour conclure, chez D&D, désolé, autopromo, mais c'est vrai, en l'occurrence, notre richesse aujourd'hui, c'est l'équipe, mais c'est aussi les clients. Pour certains d'entre eux, ont pas mal évolué. On a démarré avec certains clients qui faisaient 0 € de chiffre d'affaires en ligne, c'était compliqué. Et ils ont dû gagner en notoriété, et certains ont explosé, et certains ont fait des choix très ambitieux, de ne soit rester que pure player. D'autres ont fait le choix de partir sur l'omnicanal.
de manière légère, de manière très très poussée. D'autres ont fait aussi des choix de partir à l'international, au début juste sur la plaque Europe, puis après la plaque US, puis la plaque Japon. C'était très très compliqué. Pour autant, ils l'ont fait, ils sont très contents de cela. Les retombées tombent petit à petit. En tout cas, vous voyez, il y a 1000 manières de faire évoluer vos plateformes sur ces gros chantiers, donc omnicanal, international, mais aussi sur de l'optimisation, donc de conversion, tunnel d'achat, outils conversationnels, etc. Le point par contre qu'il faut peut-être retenir et que nous on a identifié en point commun avec l'ensemble des clients aujourd'hui qui est le niveau de maturité le plus avancé, c'est justement leur capacité à faire les bons arbitrages sur les technos évidemment, mais aussi les solutions, les axes d'amélioration. Et le meilleur moyen de le faire est de ne pas le faire au doigt mouillé, parce que c'est un peu le risque de choisir une solution juste parce qu'elle a l'air fun, qu'elle a l'air canon, parce qu'on entend parler, etc. C'est d'avoir de la data. Et ça, c'est le dernier point, c'est le petit point bonus, c'est concrètement travailler sur votre data avant de faire des choix fondamentaux qui peuvent avoir un impact phénoménal sur votre boîte. Donc concrètement, la mise en place de KPI, l'analyse de sa KPI, voir où est-ce qu'on peut optimiser les taux de retour, optimiser la conversion, optimiser l'acceptation. Donc là, vous avez heureusement des solutions ce soir. En attendant, voilà, c'est un point qui est essentiel, c'est ne négligez pas la data, le pouvoir de la data, mettre en place ces KPI, les relever, avoir des dashboards automatisés. Vous pouvez faire des choses très très simples avec Excel. Donc c'est pas sexy Excel, certes, mais on peut faire des trucs assez stylés. Et puis après, vous pouvez aller beaucoup plus loin. En attendant, pour nous, c'est un peu la clé du succès des clients qui font les bons arbitrages et les bons investissements. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez qu'on en parle. On a d'ailleurs Sonia qui adore parler de data et qui au fond, avec ses petites lunettes, qui fait coucou avec la main. En attendant, voilà, merci encore et écoutez, bonne soirée, merci.